let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Salut, c'est Fred, Indécent Podcast. On est toujours aux Imaginales. Dimanche matin, ça commence à piquer un petit peu. Bon, l'avantage c'est que je suis pas tout seul pour qui ça pique. Parce que pour les auteurs, c'est encore pire. Les autrices, pareil. Donc aujourd'hui, on est avec un auteur science-fiction, anticipation, polar. Donc Olivier Paquet. Donc la question habituelle, vous la connaissez, c'est la classique de chez Classique. Mais qui es-tu, Olivier Paquet? Voilà. Donc je suis écrivain essentiellement, voire quasi exclusivement de science-fiction ou de genre apparenté. Depuis, mon premier texte était publié en 1999. Donc j'ai commencé par écrire des nouvelles de science-fiction avant de passer au roman. Et j'ai fait à peu près tous les genres, c'est-à-dire aussi bien des mondes imaginaires, du space op, des choses qui se déroulent en Europe en 2100, et puis et sont aussi beaucoup de choses sur les intelligences artificielles. Mon tout premier texte, donc en 99, s'intitulait La première œuvre, et c'était sur un robot artiste. Et donc c'était en 99, sur un robot qui pouvait remplacer des artistes, etc. Et il se trouve que le mode de fonctionnement, c'était exactement le mode de fonctionnement de Midjourney, etc. Voilà, donc bon. Un petit thème pas du tout d'actualité, qui ne concerne pas que le monde artistique. Alors ça, c'est après, heureusement, malheureusement, c'est encore un autre débat, hein, bien sûr. Et c'était publié dans quelle revue? La revue Galaxy. Donc qu'est-ce qui t'attire justement dans ces thématiques, quelque part d'un futur plus proche? Alors je sais que tu as été aussi dans le space opéra, mais c'est vrai qu'une grande partie de ton œuvre, c'est quand même plus ce futur proche avec des thématiques qui nous touchent déjà en fait. Oui, c'est-à-dire en fait, pour moi, la question de ces technologies, c'est pas la technologie en elle-même, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est ce que cela révèle de l'humain, de nos sociétés, de comment elles sont bousculées, ce que ça révèle de nos fragilités en fait. Et c'est pour ça que les intelligences artificielles, dans la mesure où elles s'approchent de nous, elles nous déstabilisent dans ce que l'on peut croire comme étant totalement humain ou propre de l'homme. Ouais. Donc du coup, ça interroge qu'est-ce que l'humain. Je suis en fait toujours parti dès le départ du principe qu'en fait qu'il n'y a, sur la question des intelligences artificielles, il n'y a aucun domaine où une machine ne peut faire aussi bien, voire mieux qu'un homme. Et donc, à partir du moment où je pars de ce principe, qu'est-ce que l'homme? Alors, dans l'autre chose, c'est que moi, par contre, je ne crois absolument pas à l'idée qui est un thème de science-fiction hyper classique, qu'on aura ce qu'on appelle l'intelligence artificielle consciente, la super intelligence. Ça, j'y crois pas du tout. Mais par contre, sur des domaines précis, je pense que n'importe quelle machine peut rivaliser, voire faire mieux que nous. Donc ça nous demande donc de réfléchir sur ce que c'est qu'être humain, notre rapport aux autres, nos rapports aussi à ce qui est non humain. Donc je suis aussi fan depuis les origines du manga, de l'animation japonaise. J'ai travaillé pour France Culture à ce sujet, etc. Oui, il y a un manga comme ça, c'est Blame, hein, entre autres, qui est assez impressionnant. Oui, et donc les Japonais ont une approche des robots, de ce qui est différente de l'approche européenne. Et ça m'a toujours séduit justement cette approche qui est ni technophile en sens ah la technologie c'est génial, mais qui n'est pas non plus ah mon Dieu les robots ils vont tous nous détruire, on va mourir. Voilà, c'est ça. Donc j'essaye de trouver cette ligne de crête parce que ce qui est intéressant c'est ce que ça demande, c'est ce que cela interroge de nous.
Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'animation japonaise, donc je vous conseille entre autres, alors moi c'est une série qui m'avait beaucoup plu, c'est Pat Labor, parce que justement on a ce rapport à la technologie et aux gros robots, mais sur une version utilitaire, est-ce qu'elles peuvent apporter dans la résolution d'enquête, des choses comme ça, ou dans l'aide en fait. Et effectivement, c'est une série qui avait beaucoup déstabilisé à l'époque, hein, je m'en souviens, hein, parce qu'il y avait très très peu d'action, hein, contrairement à tout le reste du panel d'animation japonaise, et ça interrogeait beaucoup plus sur les rapports, et les rapports justement très politiques aussi. Le deuxième film est très impressionnant à ce niveau-là. Hein. Tout à fait, oui, oui. Non, c'est vraiment une très bonne série, enfin, il y a des films, plus une série d'OAV aussi, et un manga aussi. Et effectivement, c'était des robots traités comme on traiterait, moi je sais pas moi, des voitures, etc. Donc comme quelque chose de naturel en fait, et pas comme chose d'extraordinaire, puisque évidemment dans la question des grands robots, c'est Goldorak, pour les Français, hein, c'est Goldorak, ce genre de choses, donc le héros héroïque finalement. Tandis que là, les robots ne sont pas du tout héroïques. C'est voilà, utilitaire, on remplace des pièces, etc. Un camion, ce serait quoi, exactement, c'est tout à fait ça. Et donc ça, c'est une approche de la technique ou de la technologie qui m'intéresse beaucoup plus, justement, de cet aspect commun. C'est pour ça que dans mes 2 derniers romans qui sont de l'anticipation, par exemple, donc ça se déroule en 2035, et j'utilise à fond le fait qu'on a des téléphones, on a des réseaux sociaux, qu'en fait que la technologie est sur nous en fait, et interroge notre intime. C'est quoi, par exemple, nos souvenirs, c'est quoi qu'on met sur le téléphone, qu'est-ce que ça interroge, etc. Et même les notions de vie privée qu'on a aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes. Exactement. Que qu'on a connu, alors, il y a 40 ans. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, cette question de la vie privée, c'est quelque chose qui, dans l'humanité, a toujours varié. J'avais lu un article très intéressant, c'est qu'au XVIIIe siècle, par exemple, il était commun chez les nobles d'envoyer son bulletin de santé à tous ses amis pour qu'ils viennent rendre visite. Donc, le secret médical, c'était pas un problème, c'était au contraire, on donnait le bulletin, voilà ce qu'il y a, pour que ensuite les gens viennent. Donc c'est plus honteux, quoi. Voilà, exactement. Et puis on estime à juste titre, parce que on a que ce soit l'État, mais aussi les sociétés, les assurances, etc., veulent connaître pour accéder des conséquences en général négatives. Oui. Voilà, tandis que là, c'était aussi, alors qu'au XVIIIe siècle, c'était des conséquences positives, puisque c'était un lien social qui se faisait. Oui, et puis il y a pas mal de récits sur. Bon, après, c'est des choses de cours dans la noblesse, mais des choses qui se partagent, hein, puisque le souverain allait au pot, enfin ce genre de trucs. Voilà. Bon, c'est les images d'Épinal qu'on a, bien sûr, ça tombe bien, on a Épinal, jeu de mots. Mais c'est vrai qu'on a toutes ces images aussi, les vieux films et autres, qui nous montrent qu'on participait tous ensemble à beaucoup d'activités qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc c'est ça que tu interroges aussi, en même temps, ce rapport à la technologie. Alors, c'est vrai que ce rapport sur la technologie, comme tu dis, bon, c'était peut-être pas aussi pointu qu'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Philippe Cadic. C'est cette interrogation de ce qu'est l'humain. Oui. Et c'est vrai, comme tu dis, que ça interroge sur qu'est-ce qu'on est. Parce que si même, quelque part, la production artistique nous est enlevée, qu'on considère, enfin moi je considère en tout cas que c'est à juste titre, qui est profondément humain, qu'est-ce qui reste après derrière, quoi? Mais en fait, c'est un mouvement général, je pense, qui se passe. On a commencé, quand Copernic est arrivé, on a décentré le monde. Quand ensuite Darwin, on a décentré aussi l'humain comme étant la suite, donc n'est plus. Et puis maintenant, n'est plus. On sait maintenant, enfin, les théories montrent que l'humain n'est pas l'absolu, le truc le plus extraordinaire de l'évolution. Ça n'a pas de sens. Freud, alors c'est moins scientifique, mais aussi de dire que notre conscience n'est pas la totalité de l'activité du cerveau. Il y a des choses qu'on ignore, etc. Et aussi, ce qui est arrivé un premier temps avec la technologie, on s'est dit. Avant, on pensait que le raisonnement, etc., c'était quelque chose que c'était propre de l'homme. C'est l'esprit des Lumières. On peut raisonner sur le monde, etc. Et puis les machines se sont mis à calculer et à calculer beaucoup mieux que nous. Donc on leur a délégué ça. Donc le raisonnement, ce genre de choses, les machines le font. Et donc on se réfugiait en se disant bon, d'accord, le raisonnement, le calcul, tout ça. Et maintenant la créativité. Et les machines le font. Donc on détruit en fait toutes ces conceptions que l'on avait d'une humanité qui avait quelque chose de particulier, qui a distingué du tout le reste de la création d'une certaine manière. Et donc on voit que non, que la créativité c'est quelque chose qui peut émerger, y compris de machines qui sont non conscientes. C'est ça le plus terrible. Voilà. Parce que la créativité du monde animal, on sait que ça existe maintenant, enfin toutes les études le prouvent, on sait qu'il y a de l'activité inconsciente chez les animaux, reines mammifères et autres, on le sait, enfin, je veux dire, c'est prouvé qu'il y a des sociétés organisées qui communiquent, qui ont le langage, parce que ça aussi on pensait que c'était aussi le propre de l'humain, ce qui n'est plus du tout le cas. Et donc ça décentre aussi bien comme il faut, mais c'est vrai que de le savoir que des machines peuvent le faire,
c'est quand même, enfin même, j'avoue que même moi, hein, pourtant je produis rien, hein, à part quelques vidéos, coucou, mais je sais pas, ça bouscule effectivement, comme tu dis, vraiment beaucoup de choses, quoi. Oui, et alors moi ça m'intéresse, parce qu'en plus, pour moi c'est pas un problème dans le sens où, je me sens pas fragilisé par ça en fait, parce que ça n'empêche pas en tant qu'humain d'avoir, en tant que créateur, écrivain, de se dire j'ai besoin de l'écriture pour moi, pour réfléchir en fait sur des choses, pour m'interroger. Enfin, donc que des machines le fassent, c'est leur problème. Ça ne change pas moi mon intérêt dans l'écriture. Donc je ne me sens pas concurrencé, dépassé par ça. Mais je pense que notamment avec tout ce qui s'agit de créatif, le truc c'est qu'on l'a déjà connu. On l'a déjà connu quand on a inventé la photographie. Oui, c'est vrai. Quand on a inventé la photographie, au début, les peintres, quand la photographie est arrivée, les gens se sont dit « Ah, bah, c'est pas mal en fait ». Baudelaire avait dit la photographie, c'est la servante utile de la peinture. Donc on dit c'est ça. Jusqu'au moment où l'empereur, donc Napoléon III, a autorisé qu'on expose les photographies. Et là, les peintres se sont dit « Quoi? Les photographes, des artistes? Hors de question !» Et donc il y a une pétition d'Ingres, 26 peintres dont Ingres, pour dire il faut demandant à l'Académie des Beaux-Arts de refuser que la photographie soit considérée comme un art. Donc ça rappelle quelque chose, hein, parce qu'on se disait c'est pas possible que ce soit un art puisque la seule chose que fait l'humain c'est d'appuyer sur un bouton. Je vais dire même pour la BD, on va revenir sur des arts plus graphiques, même sur la BD, combien de temps il a fallu pour que ce soit considéré comme le 9e art? Voilà. Ça a pris je sais pas combien de décennies aussi. Et c'est sûr que maintenant, quand vous regardez les infos, on vous cite toujours Tintin, Astérix, etc. Bon, à un moment, il faut changer aussi peut-être de décennie. Mais c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps à que ce soit considéré comme quelque chose à part entière, puisque c'est un hybride entre l'illustration et la littérature. Voilà. Et quand la photographie est arrivée, quand elle a commencé à s'installer, il s'est passé deux choses. La photographie s'est installée en tant qu'art, et dans la peinture, c'était une explosion. C'est-à-dire que tout l'art... alors l'impressionnisme s'est encore plus développé, puis ensuite le cubisme, etc. Parce qu'en fait, comme il ne s'agissait plus de peindre le réel, les artistes ont été obligés d'aller... Enfin, ils le voulaient aussi, ils le désiraient. Aussi, ouais, mais ils sont allés ailleurs, ils étaient libérés de cette contrainte-là. Ouais. Donc on peut imaginer, c'est un vœu pieux, etc., que ce soit aussi une occasion pour les artistes de dire « je peux faire autrement ». Alors ça implique aussi d'éduquer le public. Ouais. Parce que d'ailleurs, quand l'impressionnisme s'est développé, le public l'a rejeté. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit l'impressionnisme c'est bon, c'est rentré dans les mœurs, mais à l'époque, pour ceux qui s'intéresseraient à ce sujet-là, allez voir un petit peu ce qui se raconte sur les débuts de l'impressionnisme. Ils se prenaient des cailloux dans la tête en se faisant traiter de tous les noms. C'était assez violent, hein, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Donc ça implique aussi d'aller vers le public pour lui dire, c'est pas, il va falloir faire un petit effort parce qu'on va explorer d'autres choses et vous allez être déstabilisé. Mais je trouve que c'est bien justement que les artistes déstabilisent le public. Ça fait partie des choses qui sont intéressantes et donc on est forcé un peu de ça pour justement aller ailleurs et ne pas... Puisqu'en fait le problème, si on parle technique de ces IA créatives, leur fonctionnement c'est de toujours produire la meilleure œuvre moyenne. C'est en fait une œuvre statistiquement la plus probable. Et donc, la place de l'humain, c'est d'aller dans ce qui est le moins probable. Mais il faut que le public l'accepte, d'aller dans des choses qui vont être inattendues, etc. Donc, je pense qu'il y a plein d'opportunités. Ça oblige aussi pour les artistes de réfléchir beaucoup sur leur pratique. Qu'est-ce que l'on veut dire? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que ça nous libère? En quoi ça nous libère aussi? Et voilà, donc il y a ce genre de choses. Après, l'autre contrainte, et qui est absolument évidente avec cette nouvelle technologie, c'est que ça va être dramatique pour toute une part d'acteurs qui font uniquement de la création industrielle, si j'ose dire. Par exemple, dans les agences de pub, on fait un visuel, etc. Tous ces métiers-là vont être remplacés totalement par des IA. Je ne vois pas comment ils peuvent survivre, puisque c'est des choses... Beaucoup de métiers de service, de toute façon. Voilà, des choses qui déjà... Voilà, qui ne sont pas intéressantes déjà de base, parce que c'est ça aussi, c'est pas des choses intéressantes. Donc on peut le déléguer à des machines, donc ça va être énorme. Ah oui, on ne le mesure pas encore, mais ça va être... Et là aussi, on peut s'inquiéter aussi, c'est dans les écoles, alors de jeux vidéo, de graphisme, etc., les jeunes qui
qui sortent là maintenant, ils doivent déjà apprendre un nouveau métier que personne ne maîtrise. Il y a des fiches de poste, par exemple, donc, pour faire ces œuvres, il faut ce qu'on appelle un prompt, une requête. Et il y a des fiches de poste aux États-Unis, on demande ce qu'on appelle des prompt engineers. Et la fiche de poste, c'est on ne sait absolument pas ce que cela comporte, contient, mais inventez-le avec nous. On en a besoin. Et 350 000 $ par an. Okay. Voilà, mais c'est ça qui en... Donc c'est des choses... Et on retrouve, je repassais pour la peinture, quand les photographes, ceux qui sont passés à la photographie, c'était en général des peintres qui n'étaient pas de très bons exécutants, mais qui avaient les connaissances artistiques, qui avaient fait les écoles, etc. Et qu'on trouvait un moyen justement de compenser les défauts qu'ils avaient et de pouvoir faire des compositions, etc. Donc on va avoir des artistes numériques, voilà, de gens qui ne sont pas de très bons exécutants, mais qui vont avoir cette intelligence-là qui va leur être propre et ils vont, ce que j'espère moi, développer quelque chose de très particulier. Parce qu'évidemment, on va avoir des tas d'œuvres moyennes. C'est ça, l'essentiel des choses. Voilà. Mais comme quand on a des appareils photos sur nos téléphones, et la plupart des gens font des photos moyennes. Et ça n'enlève rien aux vrais photographes qui font des vraies photos. Oui. Mais ils sont moins nombreux. Oui. Je rappelle qu'avant, je suis bien placé pour le savoir, quand on prenait une photo avec une pellicule argentique, on y réfléchissait bien, même si on était une tanche en luminosité, mais on y réfléchissait quand même à 2 fois avant de s'amuser à appuyer sur le petit bouton. Maintenant, c'est sûr qu'on peut mitrailler, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour en revenir un petit peu quand même à ce que tu écris, donc tu me disais les derniers romans, donc Composite, qui est le tout dernier sorti chez La Talente. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'il y a dedans? Donc, c'est un mélange d'anticipation et d'enquête policière, clairement. Oui, l'idée, c'est général, c'est, vous voyez, sur Facebook, vous avez de temps en temps des trucs, des souvenirs. Il y a un an, vous faisiez ceci, puis vous avez une image qui arrive. Et donc, l'idée, c'est que des intelligences artificielles échangent ces souvenirs. Et ça change la personnalité des gens à qui on subtilise, on échange des souvenirs. Et donc, c'est à la fois les IA, les IA prennent par exemple des mauvais souvenirs et les changent en bons souvenirs, on se dit c'est bien, puis elles changent aussi des bons souvenirs, elles les échangent avec d'autres bons souvenirs, mais ça change aussi. L'idée étant que finalement, donc on se dit, on peut être parfois détruit par un mauvais souvenir que l'on porte, et mais l'idée aussi, c'est que parfois les bons souvenirs sont des prisons aussi. Et donc, par ces échanges, finalement, les personnages se retrouvent libérés de ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Quand d'un coup, on devient libre de ces souvenirs, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, qui est-on, du coup? Voilà, et qui est-on? Voilà. Donc, c'est des choses, puisqu'on est constitué on est constitué par nos souvenirs. Et l'autre chose, c'est que donc, ces intelligences artificielles, elles utilisent ces souvenirs pour se créer une personnalité. Elles en ont besoin pour quelque chose. Et l'autre intrigue qui est derrière, c'est qu'on a un problème politique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'être mystérieux sur les réseaux sociaux, ce qui se fait appeler le grand D, qui soulève les foules et qui provoque des manifestations violentes. Alors ça s'appelle les foulards blancs, mais c'est clair que ça ressemble aux gilets jaunes, voilà. Et donc ça met en péril la démocratie. Et peut-être que ce fameux grand D, c'est peut-être une machine. Donc, allez le lire. Enfin, moi, je l'ai lu, c'était super plaisant. Donc, voilà, si vous voulez quelque chose qui vous met en avant des problématiques contemporaines. De toute façon, j'allais dire quelque part, la science-fiction, elle interroge toujours le présent à un instant T. De toute façon, même si on est dans un très lointain futur ou très lointain avec la fantasy, par exemple, mais c'est toujours des interrogations pressantes. Même, par exemple, quand j'ai fait ma trilogie de space opéra qui s'appelle le Melkin, et en fait, ça interrogeait dans une société multiculturelle dans l'espace où chaque planète c'était une culture. C'était au moment, et donc l'enjeu c'était au moment où on invente la communication instantanée dans l'espace. Donc en gros, pour faire simple, au moment où on invente Internet en fait. Donc même si on est dans du space opéra, on peut quand même interroger parce que ce que je voulais, pourquoi le space opéra et les planètes ça m'intéressait, parce qu'en fait nous n'avons pas conscience, nous qui utilisons Internet, du caractère rapide et de la différence que cela a. Et donc, avec des planètes où au début, la communication est lente,
parce que ça va à la vitesse de lumière, donc entre des planètes qui sont éloignées de 1 à 2 années-lumière, une information met à 1 à 2 ans. Et donc, ce que ça change radicalement quand tout d'un coup l'information devient instantanée, parce que ça change sur les cultures, la pression que cela met, qui devient absolument différente. Donc je voulais qu'on se rende mieux compte de la différence, alors que nous, finalement, on s'est pas rendu compte, parce qu'en fait les informations avec la télé c'était déjà rapide. C'était déjà en cours, mais pas encore. Voilà, mais en fait, voilà, exactement. Là maintenant c'est carrément les chaînes d'infos continues et tout. Alors là c'est l'invasion, j'allais dire, quotidienne pour notre temps de cerveau, hein, quelque part. Hein. Je ne sais pas si on est programmé pour capter autant d'infos d'ailleurs. Ça, c'est une autre oui, c'est ça. Oui, c'est hein. l'obésité d'information. Oui, c'est vrai que. Faire le tri là-dedans. Et en fait, c'est une problématique. C'était Paul Virilio, du problème de la vitesse. En fait, c'est que ça va extrêmement vite. On est soumis à une accélération de grande. Et puis, pour reprendre la question des IA génératives. Avant, quand on disait est-ce que tu as vu la dernière création, dernier programme, c'était il y a 6 mois, etc. Et maintenant, on en est, tu as vu le dernier programme qui vient de sortir il y a 6 heures, 3 heures. C'est ça. On est à des vitesses d'imagination, de création, de concepts qui, comme on en a rarement vu. Ouais, donc, je sais pas si c'est pas arrivé dans l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est vraiment particulier, quoi. Et donc on doit, et ça implique, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, ça implique de ne pas réagir uniquement de l'émotion, de rejeter, etc. Au contraire, il faut ralentir, et ralentir, ça veut dire réfléchir, prendre le temps de réfléchir et de ne pas uniquement réagir à l'émotion, parce que sinon c'est fini, parce que ces applications, etc., elles ne nous attendent pas en fait. J'allais dire, alors après, c'est un débat qui, je crois qu'il y a des tables rondes d'ailleurs. Ah oui, j'ai une table ronde là-dessus. Voilà, à 14h. Voilà, parce qu'on est le matin. Dimanche matin, vous voyez un peu nos têtes. On est encore à peu près frais. Donc effectivement, pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'on est forcément dans l'émotion, puisque l'apport d'informations fait que c'est très difficile en fait de prendre du recul, hein, clairement. Enfin, on y arrive, mais il faut vraiment le vouloir. C'est devenu un effort. Et puis il y a aussi ce côté, alors ça c'est plus l'ancien juriste qui parle, c'est surtout le côté vol. Clairement, hein, c'est du vol d'informations pour aller alimenter ces bases de données d'algo, sans demander l'avis de ceux qui se font piller. Alors moi ouais, parce qu'il y en a qui sont libres de droit et tout, on peut y aller. Alors moi mais c'est compliqué. Je suis pas. Moi c'est ce point-là qui me. Moi je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en tant que créateur, je vole. C'est-à-dire, je vais donner un exemple précis. C'est-à-dire que j'avais une nouvelle. Ça commençait par la phrase elle était entrée au domaine par le chemin montant. Et cette phrase-là, elle est arrivée d'une chanson de William Scheller en 2000 qui s'appelait Moondon, et c'était des morceaux de phrases. Et quand j'avais entendu la chanson, tout de suite j'ai eu le paysage, je savais, etc. Donc c'est comme si j'ai eu le prompt, et tout à coup j'avais ça. Et ça traitait sur la question des odeurs, etc. Donc j'ai relu Le parfum de ce skin, etc. Donc en tant que créateur, on a toujours besoin de ça. Et l'autre chose, c'est que ces œuvres qu'on va utiliser, alors on peut faire effectivement des requêtes du style à la manière d'eux, mais les humains peuvent le faire. C'est-à-dire que si on s'interroge là-dessus, par exemple, ça fait longtemps que ça existe. Par exemple, il y a une œuvre d'imaginaire, par exemple, qui saute, c'est Salammbô de Flaubert. Salammbô, c'est du pastiche. Donc les humains le font tout le temps. Donc c'est normal, à partir du moment où on demande à un outil, parce que ces Midjourney, ça, sont des outils. Ah oui, clairement. Hein, ce n'est pas la machine qui crée, c'est un humain qui utilise un programme pour créer. Donc on ne peut pas demander finalement à l'humain de le priver de ce qu'un humain qui n'utiliserait pas la machine va utiliser. Et je n'ai jamais versé de droit à William Scheller alors que je lui dois les paroles, un texte. William Scheller, si tu nous écoutes. Voilà. Et c'est un texte qui est devenu synesthésie, j'ai eu le Grand Prix de l'imaginaire pour cette nouvelle. Donc, voilà. Donc encore plus. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que, à partir du moment où c'est un outil que des humains vont utiliser... C'est pas l'outil qu'on remet en cause. Non, mais je veux dire, on ne peut pas reprocher... c'est-à-dire que, moi, par exemple, si on me disait, en tant qu'écrivain, tu peux écrire ce que tu veux, mais à condition de ne pas avoir lu d'œuvres qui ont moins de 100 ans, déjà, je ne pourrais pas écrire de science-fiction, puisque le terme date de 1929. Oui. Et que c'est impossible d'écrire. Parce que, voilà. Et c'est parce que moi, en tant qu'écrivain, une énorme partie de mon activité professionnelle d'écrivain, c'est de lire. Et d'être infusé par, voilà. Par tout ce qu'on capte. Et évidemment, le truc, c'est que
pareil pour les illustrateurs. Voilà, la machine, on va pouvoir tracer les emprunts. Moi, il y a des choses, je sais, j'en suis conscient, là, mais il y a d'autres choses, je ne suis pas conscient. Et puis en plus, si on commence à faire ce genre de choses, à mon avis, on rentre dans un monde de merde. C'est-à-dire que à ce moment-là, les programmes existent, de dire, je prends l'œuvre d'un humain qui a écrit un roman et je regarde quelles sont les œuvres qui ont transpiré. Et genre, je demande des droits. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans son savoir que les machines peuvent très bien le faire. Ah oui, ça, oui. Les algorithmes, ça se programme. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est une question très problématique parce que je ne vois pas comment le raisonnement peut tenir très longtemps si on réfléchit vraiment au mode de fonctionnement d'un artiste. En musique, par exemple, en musique, ils ne font... mais c'est parti, il y a déjà des morceaux qui sont... Mais puis même, de toute façon, Taylor Swift, Maroon 5, par exemple, une des chansons, des musiques qu'ils utilisent le plus, c'est le canon de Pachelbel, qui date du XVIIIe siècle. Des suites d'accords. Quel morceau? Voilà. Mais donc, en musique, c'est courant. Et d'où les trucs des plagiats qui sont extrêmement précis, etc. Bah, dans le rap et le hip-hop, ça pompait à fond sur le funk des années 70, de toute façon. Donc c'est pour ça que ces questions de vol, surtout que, attention, parce que juridiquement, le vol, ça n'existe pas. C'est la contrefaçon. C'est la contrefaçon, oui, tout à fait, en propriété intellectuelle. Voilà. Et or... Ça fait 20 ans que j'ai arrêté. Donc... Voilà, le droit ne protège pas les idées. Non, ah non, jamais. C'est la conceptualisation. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça que quand on dit le brevet protège une idée, non. Le brevet protège la façon dont on conçoit. Très différent. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un domaine très complexe. D'ailleurs, aux États-Unis, ils réfléchissent sur est-ce que les œuvres créées par ces peuvent être IA, c'est ouais, en pleine discussion. Est-ce qu'elles sont en fait dérivatives ou transformatives? Et pour l'instant, c'est pas en tranché, mais mon point de vue, et puis d'avoir écouté, ça serait quand même plutôt transformatif que dérivatif. Bon, mais c'est pas tranché de toute façon, donc on va pas se... voilà. Mais c'est des... On va faire l'objet d'un bon roman. Oui, c'est exactement. Oui, c'est ça. Et donc, c'est des choses... c'est pour ça que moi, je suis un peu embêté par ces questions de vol, etc. Parce que moi, en tant que... je me trouve un peu en porte-à-faux en disant que moi, franchement, j'ai besoin de lire des auteurs, de regarder des séries, ce genre de choses pour créer. Et donc je me vois mal reprocher à quelqu'un qui va utiliser Midjourney ou ChatGPT de lui dire « Ah oui, mais tu as pris un ou deux mots de mes romans », parce qu'en fait ça revient à ça, hein, statistiquement. Oui. Bon, moi je suis embêté, voilà, c'est ça. Ouais, mais ça revient à la question dont on discutait au tout début, à savoir qu'est-ce qui fait qu'on est... Enfin, qu'est-ce qui est humain réellement dans nos activités? Et comment on va repenser la création, en fait, quelque part. C'est ça que ça nous oblige à faire aussi. Tout à fait. Ouais, non, c'est vraiment et c'est pour ça qu'il faut... J'appelle à ça, qu'on réfléchisse. Et moi, j'ai pas toutes les réponses non plus. Je sais pas si quelqu'un les a voilà. de toute façon. Et donc, c'est collectivement ouais, en tant qu'artiste qu'il faut réfléchir. Parce que chacun, on a des pratiques différentes, des choses et des situations différentes. Et c'est sûr... que là, moi, par exemple, si je dois être inquiet, je suis inquiet, par exemple, pour les jeunes qui sont dans des écoles de jeux vidéo, de choses comme... Parce que j'ai vu des démos d'une application, elle a maintenant un ou deux jours, maintenant on fait du texte tout jeu vidéo. On dit... Mais j'allais dire, même en jeu vidéo, pour ceux qui ont programmé des jeux vidéo dans les années 80-90, on savait coder. Maintenant, ceux qui en font, je parle même pas de ceux qui arrivent, hein, ceux qui en font maintenant, c'est des assets qu'on colle, quoi. Ce qui n'a déjà plus rien à voir. Voilà. Ils savent même plus ce que c'est le langage, l'assembleur. Quand je parle d'assembleur à un jeune qui commence, je l'insulte quelque part. Et autre chose que je trouve intéressant, c'est que ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir à la langue, puisqu'en fait, toutes ces commandes partent par le langage naturel. Donc, une des choses importantes, c'est que ChatGPT, tout ça, c'est lié à la langue anglaise. Et oui. Et donc pas à la langue française, pas aux idées européennes, etc. Donc ça implique aussi, je pense qu'il faut... C'est aussi une façon de penser. Exactement. Des idées. Et donc il faut s'en emparer et moi ce que je crains par exemple, c'est qu'on se dise toutes les œuvres européennes, on les écarte de ça et donc le monde entier n'utiliserait finalement que la culture américaine. Ce qui est déjà un peu le cas. Oui, mais donc c'est pour ça que c'est aussi important de s'en emparer pour aussi qu'on puisse utiliser notre langue. Ouais. Avec ces particularités que des machines peuvent analyser. Alors pour en terminer avec cette petite interview, donc, quel sera ton prochain projet littéraire ?
ou autre. Voilà, donc je suis là-dessus. Alors, c'est un peu compliqué d'expliquer, mais essayez. En fait, quand vous lirez ce projet, vous croirez que c'est un récit de fantasy qui se déroule dans une sorte de renaissance un peu étrange, avec d'une part, d'un côté, une ville style Venise, etc. Renaissance, où on suit une famille de banquiers qui construisent une cathédrale. Et de l'autre côté, une sorte d'archipel avec une reine qui possède un anneau et qui est sous pression d'être renversée, voilà, ce genre de choses. On pense à ça. Mais en fait, c'est de la science-fiction et c'est dans l'univers du Melkin. Donc, je reviens du romanesque, voilà, plus que ce que j'ai déjà fait. Et il y a le nom, déjà, ça s'appelle Lost Céleste. Lost, c'est l'armée, en fait, l'armée céleste, si vous voulez. Ok. Eh bien écoute, on te remercie beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Merci à toi. Et puis on te souhaite bonne fin de festival. Bon courage aussi, hein, parce qu'il y a encore quelques conférences. Et puis on se dit à une très prochaine sur Indécent ou ailleurs. Très bien, merci. Salut. 1, 2.